Le matin du mariage de ma fille, je me tenais devant le miroir de ma chambre à l'hôtel Meurice et je me suis dit que je ne pleurerais pas. Pas encore. Pas avant d'avoir dit ce que j'avais à dire. J'attendais ce moment depuis 22 ans. La femme qui me regardait avait 63 ans. Des cheveux gris coupés courts, comme je les avais gardés depuis la chimio. Des pas de doigts que j'avais cessé d'essayer de cacher vers 55 ans. J'avais repassé ma propre robe la veille au soir parce que je ne faisais pas confiance au pressing de l'hôtel. Bleu poudre. Ma fille l'avait choisi. Elle disait que ça me donnait l'air d'être la grand-mère de quelqu'un, et c'était un compliment dans sa bouche. Je me suis accroché à ça. Ce à quoi je ne pouvais pas m'accrocher, c'était la petite carte blanche glissée dans mon sac à main. Celle que je portais sur moi depuis 11 mois. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi à Lens, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Mon père travaillait dans les mines, et son père avant lui, et quand j'étais jeune, je pensais que c'était simplement ce que faisaient les hommes dans notre région. Ils descendaient sous terre, ils remontaient, et le dimanche, ils sentaient la graisse de machine, peu importe le temps qu'ils passaient sous la douche. Je suis parti à 19 ans pour faire une école d'infirmière à Lille, j'ai rencontré mon mari lors d'une kermesse paroissiale, je l'ai épousé à 24 ans. Il était électricien. Un travail stable, un homme stable. Nous avons déménagé dans une petite ville près de Dunkerque parce que son syndicat lui avait trouvé un poste, et au moment où notre fille a eu 2 ans, j'avais commencé à avoir l'impression d'avoir construit quelque chose de vrai. Il s'appelait Gilles. Je ne dis plus ce prénom très souvent, mais pour cette histoire, vous devez savoir qu'il a existé et qu'il était quelqu'un de bien. Il est mort en février, l'année où notre fille allait avoir 3 ans. Il y a eu un incendie sur un chantier de construction, des travaux de rénovation industrielle, un entrepôt à l'extérieur de la ville qu'il transformait en loft. Le rapport des pompiers a indiqué que le tableau électrique avait été mal installé, qu'une inspection de sécurité avait été ignorée, et que le sous-traitant responsable de valider les travaux avait falsifié les registres. Le nom de ce sous-traitant était René Lemaire. Je connais ce nom comme je connais ma propre date de naissance. Je le connais depuis 22 ans. Je l'ai écrit au dos d'un journal intime que je tenais la première année après la mort de Gilles, quand je notais tout ce qui me passait par la tête parce que j'avais tellement peur de devenir insensible et d'oublier d'être en colère. Je n'ai pas oublié. L'enquête n'a mené nulle part. René Lemaire avait un avocat. Il avait des relations au niveau de la mairie. Il y a eu un accord à l'amiable. J'utilise ce terme avec des pincettes, car ce que j'ai reçu, c'est 35 000 € et un accord de confidentialité que j'ai signé parce que j'avais un enfant de 3 ans, aucun revenu, et de quoi manger pour seulement 2 mois. Ma belle-mère était assise à la table de la cuisine quand je l'ai signé et elle a pleuré. Elle a dit que Gilles aurait compris. Je lui ai répondu que j'espérais que non, parce que moi, je ne comprenais pas. J'ai pris l'argent. Je nous ai ramenés à Lens pour être près de ma mère. J'ai repris le travail à l'hôpital en tant qu'infirmière diplômée, j'ai accepté toutes les gardes qu'on me donnait, et j'ai élevé ma fille. Elle s'appelle Claire. Elle est tout ce que je ne suis pas. Extravertie, bruyante quand elle rit, le genre de personne qui retient le prénom de chaque serveur et laisse toujours un généreux pourboire de 20% même quand le service est lent. Elle a hérité des yeux de Gilles et de mon entêtement, et elle a fini, je ne sais comment, par devenir ingénieure en génie civil. Ce que je ne cesserai jamais de trouver remarquable étant donné que je l'aidais à faire ses devoirs de maths en classe de première en cherchant les réponses sur Google en même temps qu'elle. Elle m'a appelé un mardi d'octobre, il y a 3 ans, et m'a dit « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » J'ai dit « Raconte-moi. » Elle m'a dit qu'il s'appelait Olivier, qu'il était gentil, qu'il travaillait dans l'immobilier commercial à Paris, qu'elle l'avait rencontré lors d'un congrès à Cannes, et qu'ils avaient discuté pendant 4 heures au bar de l'hôtel. Elle m'a dit qu'elle avait su, tout simplement, qu'elle avait eu une certitude. J'ai dit, amène-le à Lens. Je veux lui préparer une blanquette de veau. Elle a ri. Elle a dit qu'elle le ferait. C'est 4 mois plus tard qu'elle l'a ramené à la maison pour la première fois. Il était grand, silencieux à la manière des hommes qui ont l'habitude d'écouter, et il m'a aidé à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Je l'ai tout de suite apprécié. J'aimais la façon dont il regardait ma fille. J'ai aimé que, lorsque je lui ai montré la photo sur la cheminée, celle de Claire à sa remise de diplôme universitaire, avec la toge et tout le reste, riant si fort qu'elle en est floue, il l'ait prise et examinée comme si elle valait la peine d'être étudiée. Je n'ai pas rencontré sa famille lors de cette visite.
il a brièvement mentionné son père une fois, disant qu'il travaillait dans la construction et la promotion immobilière, qu'ils avaient une relation compliquée, que c'était une longue histoire. Je n'ai pas insisté. Tout le monde a une longue histoire. Claire et Olivier se sont fiancés le printemps suivant. Il y a eu une petite fête chez les parents d'Olivier à Saint-Germain-en-Laye, une maison où je n'étais jamais allé, dans un quartier riche que je n'avais fait que traverser en voiture. Je suis arrivé avec une bouteille de Sancerre et une carte, je me suis tenu sur le perron et j'ai sonné. L'homme qui a ouvert la porte était René Lemaire. Je l'ai reconnu d'après une photo que j'avais trouvée dans les archives d'un journal 8 ans plus tôt, un article sur la promotion immobilière, une inauguration avec coupage de ruban quelque part à Rouen. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient presque tout blancs maintenant, mais la mâchoire était la même. Je ne sais pas combien de temps je suis resté planté là. Cela n'a pas pu durer plus de 3 secondes. Il ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais personne pour lui. J'étais un nom sur un accord à l'amiable vieux de 2 décennies. J'ai dit, je suis la mère de Claire. Merci de me recevoir. Il a souri et s'est écarté. Je suis resté assise pendant toute cette fête. J'ai bu un demi-verre de vin. J'ai regardé ma fille rire avec la femme qui allait devenir sa belle-mère, une femme agréable nommée Suzanne, qui n'arrêtait pas de remplir le plateau de fromage et de s'excuser pour le traiteur, alors qu'il n'y avait pas de traiteur. Elle avait tout préparé elle-même. J'ai regardé René Lemaire servir des verres, taper sur l'épaule d'Olivier et raconter une histoire sur un match de rugby. Je l'ai regardé se comporter comme un être humain. J'ai conduit pendant 4h30 pour rentrer chez moi et je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai rien dit à Claire. Je sais ce que vous pensez. Je le sais parce que je l'ai pensé chaque jour depuis. Elle avait le droit de savoir. Elle était sur le point de se marier dans cette famille. Elle méritait la vérité. Mais je connaissais aussi ma fille. Je savais que si je le lui disais, elle se sentirait obligée de choisir. Et je savais, je ne le craignais pas, je le savais, que tout choix que je l'aurais forcé à faire aurait brisé quelque chose entre nous, une relation que j'avais mis 30 ans à construire. J'avais vu d'autres mères faire ça. Je les avais vues utiliser leur chagrin comme moyen de chantage et perdre leurs enfants à cause de ça. Je n'allais pas faire ça. Ce que j'allais faire, c'était chercher s'il y avait un autre moyen. J'ai appelé une avocate la semaine de mon retour. Une femme que j'avais trouvée via l'Ordre des avocats de Paris, quelqu'un de spécialisé dans les accidents du travail et la négligence. J'ai expliqué la situation. Elle est restée silencieuse un long moment quand j'ai fini. Puis elle a dit, « Vous avez signé une clause de confidentialité. » J'ai dit, « Je sais. » Elle a répondu, « Il y a peut-être des moyens de la contourner en fonction de ce qu'il a fait depuis. » Ce fut le début de 11 mois d'appels téléphoniques, de demandes de documents et de nuits blanches à la table de ma cuisine avec un ordinateur portable et du thé froid. Ce que j'ai découvert, ce que mon avocate a découvert, c'est que René Lemaire ne s'était pas arrêté. Il y avait eu 2 autres projets. L'un à la fin des années 90, un immeuble résidentiel près d'Annecy, où une inspection des fondations avait été validée par une société qu'il contrôlait, et cette inspection n'avait jamais eu lieu. Personne n'était mort, mais l'immeuble avait été frappé d'un arrêté de péril 6 ans après sa construction. 15 familles avaient été relogées, et il y avait des traces écrites. Si on savait où chercher, la deuxième chose qu'elle a trouvée, c'est que l'accord de confidentialité initial que j'avais signé contenait une clause, standard en France à l'époque, qui n'interdisait pas explicitement la divulgation dans le cadre de procédures judiciaires ou de plaintes auprès des autorités de régulation. Nous avions des bases solides. J'ai déposé un signalement auprès de l'inspection du travail en mars. J'ai déposé une déclaration complémentaire auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, DRITS, en mai. Mon avocate m'a dit que ce serait lent. Elle a dit que ça pourrait ne mener nulle part. Elle m'a dit de m'y préparer. J'ai répondu, ça fait 22 ans que je suis préparé à ce que les choses ne mènent nulle part. Elle m'a envoyé une carte blanche en juin. C'était un résumé officiel, un document d'une page détaillant les mesures qui avaient été engagées, les numéros de dossier, les noms des enquêteurs assignés, une trace officielle avec mon nom dessus. Je l'ai mise dans mon sac à main. Je n'ai rien dit à Claire. Le mariage a eu lieu le 14 septembre. Claire avait réservé un domaine près du lac d'Annecy, une grange rénovée sur une propriété surplombant l'eau, le genre d'endroit qui vous coupe le souffle par temps clair, et ce jour-là,
le ciel était de ce bleu si particulier qu'on ne voit dans les Alpes qu'en septembre. Ce bleu qui vous fait comprendre pourquoi ceux qui partent veulent toujours revenir. Je n'étais pas assise à la table d'honneur. Je veux être honnête à ce sujet. Ça avait été discuté, et j'avais dit que ça ne me dérangeait pas. Le plan de table avait été un vrai casse-tête. Il y avait des questions logistiques avec la famille élargie d'Olivier, et j'ai dit, sincèrement, sans jouer les martyrs, que j'étais très bien à une table avec les amis d'université de Claire. Je connais ces filles. Je les adore. Elles m'avaient toutes apporté des pains au chocolat et des cafés de la boulangerie le matin de la cérémonie et m'avaient fait pleurer de joie. Mais j'ai remarqué, lors de la réception, le moment où René Lemaire s'est levé pour faire son discours avant le témoin, avant moi, avant tout le monde. J'ai remarqué la façon dont il a capté l'attention de la salle. Il en avait l'habitude. C'était le genre d'homme qui avait passé des décennies à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce où il entrait. Il a parlé d'Olivier pendant 4 minutes et de ses propres réussites professionnelles pendant 3. Il a fait une blague que je n'ai pas comprise à propos d'un séjour de golf. Puis il a dit, je vais dire cela avec beaucoup d'attention parce que je me le suis répété plusieurs fois dans ma tête. Il a ajouté, bien sûr, nous voulons aussi saluer la famille de Claire. Nous comprenons qu'elle a été élevée dans des circonstances plus modestes, et nous trouvons formidable qu'elle ait su trouver son chemin vers une meilleure situation. Il a dit ça dans un micro. Devant 240 personnes. J'ai entendu ces mots s'écraser sur ma table comme un objet tombé de très haut. J'ai vu le visage de Claire, à l'autre bout de la pièce, se figer. J'ai vu Olivier regarder son père avec une expression pour laquelle je lui serai toujours reconnaissante. Ce n'était pas de l'approbation. Je suis restée assise pendant exactement 5 secondes. Je ne sais pas qui j'étais pendant ces 5 secondes. J'étais une femme dans une robe bleu poudre. J'étais une infirmière qui avait enchaîné les nuits de garde avec une enfant de 3 ans à la maison. J'étais une veuve qui avait signé un papier pour 35 000 € parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. J'étais une mère qui avait gardé un secret pendant 11 mois pour protéger le droit de sa fille de choisir sa propre vie. Et puis j'ai pris mon verre d'eau et je me suis levée. La salle n'était pas encore silencieuse. Il y avait toujours le bruit de fond d'une réception, le tintement des couverts, quelqu'un au fond qui riait de quelque chose. J'ai dit clairement, sans crier, j'aimerais dire quelques mots. Quelqu'un m'a entendu, puis quelqu'un d'autre, et la salle s'est tue comme le font les foules lorsqu'elles sentent qu'il se passe vraiment quelque chose. J'ai dit, merci, René. Des circonstances modestes. Oui, j'ai élevé Claire seule, avec un salaire d'infirmière à Lens, après la mort de son père sur un chantier alors qu'elle avait 3 ans. Un chantier où une inspection de sécurité a été falsifiée par un sous-traitant nommé René Lemaire. J'ai entendu Suzanne pousser un petit cri. J'ai continué. J'ai dit, je ne dis pas cela pour gâcher un mariage. Je dis cela parce que ma fille est la personne la plus honnête que j'ai jamais connue, et qu'elle mérite de savoir qui est à cette table. Une plainte a été déposée auprès de l'inspection du travail et des autorités compétentes. Une enquête est en cours. Le numéro de dossier est enregistré. Quiconque souhaitant savoir plus est invité à me le demander directement. J'ai reposé mon verre d'eau. Je me suis assise. Le silence a duré environ 4 secondes. Puis Olivier a dit d'une voix forte, « Papa, tu dois sortir d'ici. » Ce qui s'est passé ensuite, la logistique de la chose, la façon dont la soirée s'est réorganisée autour de ce que j'avais dit, je ne ferai pas semblant de dire que c'était propre. Ça ne l'était pas. Suzanne était bouleversée. Des membres de la famille sont partis plus tôt. Il y a eu une conversation dans un couloir entre Olivier et son père à laquelle je n'ai pas assisté, mais qui a duré, m'a-t-on dit, 40 minutes. Claire est venue me trouver 45 minutes après que je me sois assise. J'étais dehors sur le ponton à ce moment-là, sans mes chaussures, les pieds au-dessus de l'eau. Le ciel avait pris une couleur pêche. Elle s'est assise à côté de moi, et pendant un moment, aucune de nous n'a rien dit. Puis elle a demandé, « Depuis combien de temps es-tu au courant ?» J'ai répondu, « Depuis la fête de fiançailles à Saint-Germain-en-Laye. » Elle a gardé le silence. J'ai dit, « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je ne savais pas comment te l'annoncer sans t'obliger à choisir, et je ne voulais pas que tu aies à choisir. Je voulais que tu puisses vivre ce que tu as avec Olivier parce que c'est vrai et c'est beau, et ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait son père. » Elle a dit, « Je t'aurais choisi, toi. » J'ai répondu, « Je sais. » Elle a pleuré.
J'ai pleuré. Un canard s'est approché très près de nous sur l'eau, complètement indifférent à toute la situation, et nous avons toutes les deux ri de la façon dont on rit quand on a pleuré et qu'un détail infime et ridicule intervient pour nous rappeler que le monde reste ordinaire. Elle a demandé, que va-t-il se passer maintenant? Avec l'enquête, ai-je dit. Je ne sais pas. Mon avocate dit que ça pourrait prendre des années. Ça pourrait ne pas se passer comme nous le voulons, mais il y a une trace officielle maintenant. Il y a un dossier qui n'existait pas avant. Elle a hoché la tête. Elle a pris ma main. Olivier est venu nous retrouver environ 20 minutes plus tard. Il s'est tenu au bord du ponton et a dit « Je vous dois des excuses. Je savais que mon père était. Je savais que ce n'était pas un homme intègre en affaires. Je ne connaissais pas les détails. J'aurais dû poser des questions. » Je l'ai regardé longuement. Il a soutenu mon regard. Il a des yeux francs, ce jeune homme, le genre de regard qui ne fuit pas les problèmes. J'ai dit « Tu n'as rien fait de mal. » Il a répondu « Je vais m'assurer qu'il coopère à l'enquête. » Je l'ai cru. La piste de danse s'est ouverte 1 heure plus tard. Claire a dansé avec Olivier et je suis resté assise à ma table avec ses amis. L'une d'elles, une fille prénommée Béatrice, qui avait été la colocataire de Claire en 2e année, s'est penchée vers moi et a dit « C'était le recadrage à la française le plus magistral que j'ai jamais vu de ma vie. » Et j'ai ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. René Lemaire n'était plus au domaine à la fin de la soirée. Je ne sais pas où il est allé. Je ne perds pas de temps à y penser. Ce à quoi je pense, les matins où je m'assieds à la table de ma cuisine pour boire mon thé en regardant les bouleaux dans le jardin, c'est à Gilles. Je pense à ce qu'il aurait pensé de Claire. Je pense qu'il aurait été incroyablement fier. Je pense qu'il aurait bien aimé Olivier. Je pense qu'il aurait fait un discours affreux au mariage, le genre de discours qui s'éternise, qui tourne en rond et finit par parler d'une partie de pêche je ne sais comment, et tout le monde l'aurait adoré quand même. Je pense qu'il aurait voulu ça. L'enquête est toujours en cours. En novembre, 3 mois après le mariage, la commission de contrôle a confirmé qu'elle passait à une audience formelle. Mon avocate dit que c'est la première étape. Elle dit que c'est le processus qui compte. Elle a raison. Le processus est ce qui compte, ainsi que le dossier officiel, et le fait que je me sois levé dans une robe bleue poudre devant 240 personnes pour enfin prononcer son nom à voix haute. Claire est enceinte de 3 mois. Elle me l'a annoncé un dimanche, au téléphone, de la même façon qu'elle m'annonce tout. Pas de préambule, juste les faits, clairs et nets, comme si elle savait que je pouvais encaisser. Je me suis assise là, dans la cuisine. J'ai demandé, c'est une fille ou un garçon? Elle a répondu, on ne veut pas le savoir. J'ai dit, très bien. Elle a dit, maman? J'ai répondu, oui. Elle a dit, merci de ne pas avoir attendu plus longtemps. Je lui ai dit que j'étais désolé que ça ait pris autant de temps. Je le pensais sincèrement. Elle a dit qu'elle comprenait. Je crois qu'elle le pensait sincèrement, elle aussi. Nous avons raccroché et je suis sorti dans le jardin en chaussettes, ce qui, je le sais, est une mauvaise habitude, et je suis resté dans l'air froid d'octobre à regarder les bouleaux pendant un long moment. Ils étaient presque nus. Juste quelques feuilles restantes, jaunes et obstinées, qui s'accrochaient au-delà de ce que quiconque aurait pu espérer. Je me suis dit, c'est un peu ça. Depuis ce mois de septembre, on m'a demandé si je regrettais d'avoir attendu si longtemps, si j'aurais dû dire quelque chose le soir où je me tenais sur ce perron à Saint-Germain-en-Laye et où j'ai reconnu l'homme qui nous avait arraché Gilles. J'ai retourné cette question 100 fois dans ma tête, comme on retourne une pierre dans sa main jusqu'à en connaître chaque arête. Voici à quelle conclusion je suis arrivé. Je ne crois pas au hasard, pas de la façon dont l'entendent les gens quand ils disent que tout arrive pour une raison. Je trouve cette expression un peu trop simpliste pour le genre de vie que j'ai réellement vécu, mais je crois en revanche que nos actes s'accumulent. Chaque choix s'empile sur le précédent, et à la fin, la pile est suffisamment haute pour que l'on puisse voir de là-haut quelque chose qu'on ne voyait pas depuis le sol. René Lemaire a fait des choix. Il a validé des inspections qui n'ont pas eu lieu. Il a payé des avocats pour étouffer l'affaire. Il est entré dans des pièces pendant 22 ans le menton haut, confortablement installé dans la certitude que la femme à qui il avait fait du tort était liée par un document, trop fatiguée et trop seule pour se battre. Chacun de ces choix était une brique qu'il posait lui-même, et moi aussi, j'ai fait des choix. J'ai choisi de signer ce papier parce que j'avais une enfant de 3 ans et de quoi manger pour 2 mois.
j'ai choisi de reprendre le travail, de reprendre mes études, d'assister à tous les spectacles d'école de Claire, même quand je sortais d'une nuit de garde de 12 heures et que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. J'ai choisi, pendant 11 mois, de ne rien dire à ma fille parce que je pensais, à tort ou à raison, qu'elle méritait d'arriver à son propre mariage sans que le deuil de sa mère ne soit une condition d'entrée. C'était là mes briques. Ce que j'ai appris, et ce que je veux dire à quiconque s'est déjà retrouvé face à face avec une injustice en se sentant totalement impuissant, c'est que la patience n'est pas synonyme de capitulation. J'ai attendu, mais je ne me suis pas arrêté. Il y a une énorme différence entre ces deux choses. Attendre sans agir, c'est juste espérer. Attendre tout en montant discrètement un dossier, appeler une avocate, lire tous les documents que vous pouvez trouver, rester honnête avec vous-même sur ce que vous savez et ce que vous ignorez. C'est tout à fait différent. C'est la préparation qui prend le visage de la patience. Claire m'a pardonné de ne pas lui avoir dit plus tôt. Je ne prends pas cela à la légère. Le pardon est une chose que l'on vous offre, pas un dû, et elle me l'a offert de bon cœur. Assise sur ce ponton, les pieds au-dessus de l'eau, avec un canard flottant à côté comme si rien n'allait mal dans le monde. Ce qu'elle m'a dit, qu'elle m'aurait choisi moi, je la crois. Mais je sais aussi que je ne l'ai pas obligée à le prouver, et j'en suis heureuse. Aimer quelqu'un signifie parfois protéger sa liberté de choisir, même quand on est terrifié par le choix qu'il pourrait faire. Olivier sera un bon père. Je le vois à la façon dont il a pris ses responsabilités ce soir-là, à la façon dont il s'est tenu au bord du ponton et a prononcé ses mots sans qu'on le lui demande. L'intégrité n'est pas quelque chose dont on fait preuve seulement dans les bons moments. C'est ce que l'on fait quand quelque chose de les refait surface et que l'on doit décider en temps réel de qui l'on est. Gilles l'aurait bien aimé. L'enquête est en cours. Je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je sais qu'il y a maintenant un dossier à mon nom dans un bureau à Paris qui raconte ce qui s'est passé et qui en était responsable. Cela existe, peu importe la suite. On ne peut pas effacer une vérité une fois qu'elle a été prononcée à voix haute dans une pièce pleine de monde. Le bébé de Claire est prévu pour le printemps. J'ai déjà commencé à tricoter une couverture, crème et jaune pâle, les mêmes couleurs que ma mère avait utilisées pour Claire il y a 30 ans. Je ne sais pas si ce sera une fille ou un garçon. Quelle importance ? Je sais juste que je serai là.